La crise qui secoue le Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire connaîtra très bientôt son épilogue. La justice rendra sa décision demain mercredi. Les élections sénatoriales auront lieu le 20 décembre prochain au Libéria. Elles ont été repoussées de 4 jours en compensation de la suspension de la campagne électorale. Et puis le président Robert Mugabe en vacances en Extrême-Orient. Son intérim est assuré par le nouveau vice-président Emmerson Mnangagwa. C'était là les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La justice ivoirienne se prononcera demain mercredi sur la querelle interne qui secoue le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, devait tenir son congrès la semaine dernière pour désigner son nouveau président. Mais la justice saisie par l'actuel président Pascal Affi-N'Guessan avait ordonné le report de la manifestation. Vendredi dernier, le camp Gbagbo a à son tour saisi la justice pour qu'elle revienne sur sa décision de report du congrès. Pascal Affi-N'Guessan et sa secrétaire générale Agnès Monet ont été assignés hier en référé au tribunal de première instance d'Abidjan. Et puis Joseph Kabila, le président congolais, entretient le suspense quant à son intention de briguer ou non un nouveau mandat en 2016, une éventualité d'office rejetée par l'opposition congolaise. Mais déjà, Joseph Kabila a dénoncé les injonctions de l'étranger sur la tenue des prochaines élections dans son pays. Les images. C'est à l'occasion du discours du président Joseph Kabila devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès que le doute a été semé ce lundi. Toutes les élections prévues par les lois de la République seront donc organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Une allocution alors très attendue par l'opposition qui lui demande avec insistance de proclamer publiquement son intention de quitter le pouvoir à la fin de son mandat en décembre 2016. L'opposition soupçonne Kabila de vouloir se succéder en 2016 alors que la Constitution lui interdit de briguer un troisième mandat. Je crois que le président de la République vient de rater une occasion d'apaiser tout le monde, de calmer le jeu politique. Au contraire, il a manifesté son intention de glisser en 2016. Et nous, en tant qu'opposition, nous disons que nous allons lui barrer la route. La mouvance, quant à elle, soutient contre vents et marées son leader. Nous sommes à mi-mandat. Les députés, les sénateurs, tout le monde qui a été élu est à mi-mandat. On ne peut pas comprendre qu'à mi-mandat, on puisse commencer à parler des élections qui doivent se réaliser en 2016. Et je crois que sur ce point-là, le président a eu raison de demander aux uns et aux autres de pouvoir surtout s'atteler à ce dont la population a besoin. Une session extraordinaire doit se tenir à partir de janvier au Parlement pour se pencher sur l'organisation des différents scrutins. La communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union européenne, demandent que la constitution du pays soit respectée. Les États-Unis ont de leur côté convié Kabila à se retirer du pouvoir à la fin de son mandat en décembre 2016. Rendons-nous maintenant au Libéria où les élections sénatoriales ont été décalées de 4 jours. Elles auront donc finalement lieu le 20 décembre prochain. C'est en tout cas la 3e date fixée pour ces élections, initialement prévues le 14 octobre dernier, puis reportée au 16 décembre en raison de l'épidémie d'Ebola. Le nouveau report vise à compenser le temps perdu à la suite de la suspension de la campagne électorale imposée par la Cour suprême. Au total,
total, 139 candidats ont été autorisés à se présenter à ce scrutin. Parmi eux figurent l'opposant et star national du football, George Weah, et Robert Sirleaf, un fils de la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Ils sont les deux plus grands prétendants au siège à pourvoi dans le comté de Montserrado, qui inclut la capitale Monrovia. Le président nigérian Goodluck Jonathan a accueilli hier à Abuja les dirigeants africains de la région pour un sommet d'une journée sur la sécurité. Il s'agit de la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une session qui a abordé, entre autres thèmes, la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Créée en 1975 dans le but économique, la CEDEAO s'est depuis dotée de prérogatives diplomatiques pour le maintien de la paix dans la zone. Elle regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant environ 300 millions d'habitants. Nous passons à un autre élément dans ce journal. Le premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert hier lundi à Dakar au Sénégal. Ce forum qui ambitionne de devenir un rendez-vous annuel des questions de sécurité en Afrique a pour objectif d'accroître l'implication des Africains dans leur défense. Plus de précisions dans ce reportage. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a appelé ce lundi les Africains à renforcer leur coopération face aux défis djihadistes. Il a également alerté sur la menace de déstabilisation à partir du sud de la Libye et celle de Boko Haram au Nigeria. C'était à l'ouverture du premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest à Dakar. Ce forum s'inscrit dans un double mouvement que la France est engagée à accompagner. Celui du renforcement des capacités africaines et celui de l'appropriation par l'Afrique de ses propres enjeux de sécurité. Le second défi, c'est de faire de la coopération la règle et non plus l'exception. L'enseignement que nous retirons des opérations Serval et Sangaris, mais aussi de nos engagements dans les missions onusiennes et européennes déployées en Afrique est simple. Une gestion strictement nationale des enjeux de sécurité est désormais une illusion. Parallèlement au forum de Dakar, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, se réunissaient à Abuja, la capitale du Nigeria, confrontée aux désagréments et attaques du groupe islamiste armé Boko Haram. Le président nigérien Goodluck Jonathan a sonné l'alarme contre le fléau montant du terrorisme qui menace à présent la paix et la sécurité de la sous-région. Concernant Boko Haram, qui a signé une série d'attentats sanglants ces dernières semaines et déborde régulièrement des frontières nigérianes, la question n'est plus de savoir si c'est un problème national ou régional. Les attaques dans le nord du Cameroun nous apportent la réponse. Il faut une solution régionale concertée et coordonnée, a souligné le ministre Le Drian. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a quitté Harare dimanche dernier pour des vacances en Extrême-Orient, des vacances qui devraient durer jusqu'à la mi-janvier. Pendant ce temps, l'intérim à la tête de l'État est assuré par le nouveau vice-président Emmerson Mnangagwa. Âgé de 90 ans, Robert Mugabe fait l'objet de rumeurs récurrentes quant à la fragilité de sa santé. Il se rend fréquemment à Singapour où il est suivi médicalement. Précisons qu'il a encore été opéré de la cataracte au mois de février 2014. Et maintenant, parlons de cette domestique ougandaise confondue par une vidéo qui a scandalisé le monde entier. Elle a été condamnée lundi à 4 ans de prison en Ouganda. Cette domestique, souvenez-vous, a roué de coups un bébé de 18 mois dont elle avait la garde. Jolie Tumuire, la jeune femme de 22 ans, lors d'une comparution initiale où elle n'avait pas d'avocat, avait plaidé coupable de torture, un crime passible de 25 ans d'emprisonnement. Mais, vendredi, le tribunal de Kampala qui la juge avait requalifié les faits en maltraitance, infraction passible de 5 ans de prison. La juge a estimé que Jolie Tumuire avait commis des actes injustifiables et inexcusables et l'a condamnée à 4 ans de prison en raison de la cruauté exercée sur un enfant innocent et sans défense.
Ce n'est pas à nous de décider de la punition pour ce qu'elle a fait. La Cour a décidé que cela serait 4 ans de prison. Et si la société estime que c'est suffisant, eh bien qu'il en soit ainsi. Les images enregistrées par une caméra placée dans leur salon par les parents de la fillette, difficilement soutenables et largement diffusées sur Internet, ont choqué le pays et le monde entier. L'enfant n'a gardé aucune séquelle physique de la pluie de coups très violents infligés par l'employé de maison, mais les parents ont dit être toujours traumatisés, ainsi que leur fille. En tant que parents, nous sommes heureux que cela soit fini. Notre petite fille va bien physiquement et c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, la personne a été condamnée et elle a accepté qu'elle a commis un crime. Il est courant au sein de la classe moyenne ougandaise de confier les enfants aux employés de maison, souvent logés à domicile et sous-payés. Mais certains commentateurs ont rappelé que les violences contre les enfants en Ouganda sont largement répandues à la maison ou à l'école, sans susciter autant d'émotions. Hors du continent africain, la police de Hong Kong a investi lundi le dernier campement occupé par les manifestants pro-démocratie. L'opération vient mettre un terme à plus de 2 mois de sit-in destinés à réclamer un véritable suffrage universel. Plusieurs personnes ont été arrêtées à l'occasion. Reportage. Après Mongkok et Admiralty, Causeway Bay, le 3e et dernier site occupé par les manifestants pro-démocratie dans l'est de Hong Kong est évacué sur décision de la Haute Cour, saisie par des commerçants et compagnies de transport en commun. Sur les lieux, quelques manifestants sont interpellés sans résistance. Les autres assistent impuissants à la fin d'un mouvement qui aura duré plus de 2 mois. Ça ne fait pas que 2 mois. Nous nous sommes battus pour la démocratie pendant de nombreuses années. Mais le gouvernement ne nous répond pas, ne s'intéresse pas à nous et nous dit que le mouvement est inutile. Je suis tellement triste. Le gouvernement a réussi à évacuer le camp, mais il n'a pas réussi à nous faire changer d'opinion. Beaucoup de personnes ont dit qu'elles continueraient à se battre et iraient promouvoir la démocratie au sein de la communauté. Pour les protestataires, la lutte continue donc. Ils sont pour la plupart des lycéens, étudiants et jeunes travailleurs. Ils réclament l'instauration d'un véritable suffrage universel et contestent la présélection par Pékin des candidats au poste de chef de l'exécutif local. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.